à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce troisième webinaire et dernier de la journée qui aura pour thème Mon enfant est homo, bi, trans, des réponses pour l'accompagner. En effet, lorsqu'on est parent, on n'a pas toujours toutes les réponses. Cette journée symbolique du 17 mai ne doit pas faire oublier, bien entendu, que toute l'année, nous restons mobilisés pour combattre toutes les formes de discrimination. Vous avez certainement remarqué que depuis plusieurs jours, de nombreux médias se font l'écho de cette journée contre les LGBT-phobies. France Télévisions, par exemple, a diffusé mercredi soir 2 très beaux films qui illustrent parfaitement la thématique de ce webinaire. Baiser caché, réalisé par Didier Bivel, et Marvin ou la belle éducation, réalisé par Anne Fontaine. Cet événement a été co-construit avec les associations Mobilise-nous et Cominge, l'association Contact, nos 2 témoins que vous découvrirez tout à l'heure, et les ministères économiques et financiers. Bienvenue à ces agents. Pour débuter ce webinaire, je vais donner la parole à Fabrice Thévaux, délégué à la diversité et à l'égalité professionnelle au ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance. Fabrice, c'est à toi. Merci Olivier. Bonjour à toutes et à tous. Alors, depuis l'adhésion du ministère à la FMD, Association française des managers de la diversité, il y a 2 ans, nous avons constitué un binôme avec Orange pour partager nos bonnes pratiques dans le domaine des ressources humaines. Donc, on a par exemple réalisé une vidéo commune avec nos 2 associations pour prévenir et lutter contre l'homophobie et la transphobie. Alors, la journée du 17 mai nous donne à nouveau l'occasion d'échanger avec nos associations sur nos actions et les solutions mises en œuvre, souvent très proches. Alors, quelques mots sur nos actions au ministère, brièvement, avec l'association Cominge et les organisations syndicales. Depuis plusieurs années, nous suivons et appliquons 10 engagements qui permettent de sécuriser nos processus RH, de former et de sensibiliser les personnels et en particulier les nouveaux arrivants. J'ajoute que l'association Cominge, association interne du ministère, intervient également dans les écoles économiques et financières pour former les élèves, les futurs fonctionnaires des ministères économiques et financiers. Voilà, je ne souhaite pas être plus long. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un bon webinaire. Ah, là, on est sur autre chose, on est sur des chiffres. Ça sera pour tout à l'heure, mais c'est peut-être maintenant que tu souhaites que je parle des chiffres, donc on y va. Pas de souci. Alors, en fait, les chiffres que vous voyez à l'écran, pour rappel, quand même, on a eu une augmentation de 38% des agressions homophobes en 2020. D'après le dernier rapport de SOS Homophobie, c'est les chiffres que vous voyez à l'écran, la famille représente le 2e contexte d'expression des LGBT-phobies, avec 13% des cas rapportés à l'association. Ex aequo avec le voisinage et après Internet. Le travail n'est pas très loin et ça interroge quand même avec 9% des cas rapportés. Les pères et les mères représentent quasiment la moitié des agresseurs. Pour éviter que ces chiffres ne progressent et apporter des réponses en fait aux parents, on a invité l'association Contact qui va tout à l'heure se présenter et présenter ses actions. Mais avant tout, je vais donner la parole à Nicolas Gault, président de Mobilise-nous. Bonjour à toutes et à toutes. Déjà, grand merci pour l'organisation de cette table ronde. Donc, Mobilise-nous et le réseau LGBT+, du groupe Orange et leurs amis, créé depuis 2008. On a différentes missions et on a trouvé important dans ces missions d'organiser cette table ronde avec
l'association Contact, parce que l'une de nos missions, en plus de la lutte contre les LGBT-phobies, l'accompagnement des salariés LGBT+, l'accompagnement des parcours de transition et notre réseau de convivialité que l'on organise. On accompagne et on assiste aussi des parents et des proches qui viennent nous voir suite à des conférences, suite à des sessions de sensibilisation comme on le fait aujourd'hui avec vous, et qui nous posent des questions sur leur enfant, leur conjoint, des amis qui sont face à ces situations-là. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce chiffre augmente d'année en année. Aujourd'hui, on est quasiment à 1/3 des prises de contact et des accompagnements concernent ces personnes, ces proches, pour des amis, des enfants LGBT+. Donc c'est pour ça qu'on trouvait important aujourd'hui d'organiser cette 3e table ronde pour sortir un petit peu du cercle de l'entreprise et aller de faire un pas vers ce contexte famille et entourage proche, voilà, avec vous aujourd'hui. Et je passe la parole à Cédric de Coming-G, ici présent. Merci Nicolas. Donc je suis Cédric, le président de l'association Coming-G, qui représente les personnels LGBTQI+, des ministères économiques et financiers. On agit à peu près dans les mêmes domaines que ce qu'a dit Nicolas avec Mobilise-nous, c'est-à-dire l'égalité de traitement des personnels LGBT, soutenir et aider les collègues victimes de discrimination, ou encore un partenariat avec le ministère, des actions communes, comme aujourd'hui ou lors de la journée du 1er décembre. Depuis la signature du partenariat avec nos ministères en 2016, qui faisait suite au fameux désengagement que vient d'évoquer M. Thébault, nous intervenons aussi dans les écoles pour sensibiliser tous nos futurs collègues et jeunes collègues de nos administrations aux discriminations. Donc actuellement, nous ne sommes pas encore beaucoup saisis par de parents d'enfants homo, gay, bi, trans. On est beaucoup plus saisis actuellement par des personnels LGBT qui souhaitent devenir parents. Mais ça reste quand même une thématique qui nous tient à cœur. Et en tout cas, on est heureux de participer à ce webinaire avec vous. Merci. Merci Cédric. Et ce que j'entends va faire écho. Vous participez, vous intervenez dans les écoles de métiers des ministères, chose que notre association ne fait pas encore. Donc, on va peut-être regarder ce point sur les écoles qui forment nos personnels en contact direct avec la clientèle. Ça pourrait être intéressant. C'est un clin d'œil. Est-ce qu'on passe la vidéo, Nicolas, à ce stade ? Je crois que c'est oui. Donc, le temps de faire le chargement de la vidéo.
Orange. Merci pour ce moment musical et surtout très imagé et représentatif de ce que nous portons. Pour répondre à Stéphane, si j'ai bien la fibre, rassure-toi Stéphane, je ne sais pas si tu travaillais au service commercial pour me la placer, mais c'est déjà fait depuis plusieurs années. Je vais donner la parole à Daniel et à Cyril de l'association Contact. Bonjour et un grand merci d'abord de nous avoir invités. On va essayer essentiellement de donner des pistes. Bien entendu, notre propos ne sera pas complètement, ne pourra pas aborder toutes les questions. Et on voulait aussi souligner, Cyril et moi, qu'on va essentiellement non pas vous faire une conférence ex cathedra, ni vous donner un savoir inné et théorique, mais vous faire part de ce que depuis 14 ans, en fait, au sein de Contact Savoie, on entend, on voit et on entend de la part de parents, de familles, ou d'homo ou personnes transgenres ou d'homosexuels. Donc notre association, c'est une association d'abord de dialogue entre les personnes homo ou bisexuelles, les personnes transgenres et leurs parents, familles, amis. Ce qui signifie que dans l'association, il peut y avoir tout le monde, homo, hétéro, transgenre, cisgenre, tout le monde peut faire partie de l'association s'ils sont concernés par le thème. C'est un réseau d'associations, donc il y en a dans environ 22 départements qui est réuni en Contact France, qui donne un peu les grandes directives, on va dire. La plupart des associations ont à peu près les mêmes activités, à savoir de l'intervention en milieu scolaire, qu'on appelle dans notre jargon des IMS, très importantes au niveau des collèges et des lycées, des groupes d'expression de parole, d'écoute et de parole, des entretiens individuels à la demande et des conviviales qui peuvent être très variables, des sorties, des restaurants, des cinémas. Et ici, en Savoie, on a quelques particularités. On a un groupe d'échange de livres, bandes dessinées et DVD sur le thème LGBT+. On a un groupe d'expression théâtrale qui fait fureur. Et puis, on a un partenariat avec Malraux, qui est donc notre scène nationale et qui a un cinéma. On fait venir tous les 3 mois à peu près, quand on n'est pas en période de confinement, un film avec réalisateur. Et on organise très régulièrement des événementiels et on essaye de travailler beaucoup avec d'autres associations qui travaillent sur d'autres discriminations, persuadés que tout ce qui est gagné pour une discrimination est sans doute pour l'autre. Et puis ça nous permet aussi de ne pas prêcher que des personnes convaincues et de pouvoir toucher aussi un public différent et nous-mêmes de pouvoir nous ouvrir à d'autres discriminations et d'autres thématiques. Je vais laisser la parole, donc ça c'est une présentation un peu brève de l'association. Je vais laisser la parole à Cyril qui va donc démarrer par les questionnements les plus classiques qu'on peut se poser quand on apprend qu'on a un enfant homosexuel, bisexuel ou transgenre. Cyril, es-tu là? Cyril a peut-être le mute. Alors, si ce n'est pas le cas, Daniel, je te propose… Oui, je vais commencer et puis on inversera ce qu'on devait faire avec Cyril, il n'y a pas de souci. Merci. Voilà, donc tu peux passer la diapo suivante. Voilà, donc il y a des questionnements classiques que se posent à peu près tous les parents quand on apprend, quand nos enfants font leur coming out. Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est un choix? Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas fait? Est-ce qu'on sera un jour grands-parents? Et est-ce que mon enfant se réduit à être une personne LGBT? Alors, tout d'abord, la maladie, non, ce n'est pas une maladie. Vous pouvez être tout à fait rassuré, il n'y a rien à soigner. Voilà, pas plus, c'est comme ça. On est attiré par quelqu'un du même sexe ou on a l'impression qu'on n'est pas né dans le bon corps. Enfin, l'impression, c'est plus que l'impression. En général, c'est vraiment des certitudes. Donc, il n'y a rien à guérir, il n'y a rien à soigner. Et d'ailleurs, l'OMS a retiré l'homosexualité des maladies mentales le 17 mai 90 et je crois beaucoup plus récemment
la transidentité également des maladies mentales. Je vois que Cyril est revenu. Est-ce que... Il n'y a pas de son, Cyril, on ne t'entend pas. Ah, ça y est, on t'entend. Bon, écoute, je continue, tu reprendras la main après si tu peux. Bon, est-ce que c'est un choix? Eh bien, non. En aucun cas, ça n'est pas un choix. Pour la très bonne raison que si c'en était un, je pense qu'on choisirait le plus simple et qu'on ne se lève pas un matin en se disant, tiens, je serais bien homosexuel ou tiens, finalement, je me sentirais mieux dans la peau de quelqu'un d'autre. En fait, il n'y a pas de choix et le choix, c'est de s'assumer tel qu'on est après et de se dire, ben voilà, je suis comme ça et qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais de ma vie à partir de là? Tu peux passer la diapo suivante. Alors, en tant que parent, très souvent, une des questions qu'on se pose, c'est qu'est-ce que j'ai raté dans mon éducation? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Ben, rien. Vous n'avez absolument rien raté, rien mal fait. Il y a eu des théories complètement fumeuses à certaines périodes qui disaient que c'était les mères castratrices qui faisaient des enfants homosexuels, que c'était absolument pas. C'est absolument, ça n'a rien à voir avec l'éducation, pas plus d'ailleurs que n'a à voir avec l'éducation que vous ayez un autre enfant qui soit hétérosexuel. Voilà, c'est une particularité et les parents ne sont ni coupables ni responsables. Par contre, ce qui sont responsables après, et encore on va nuancer en voyant la suite, c'est de la façon dont effectivement ils vont réagir par rapport à cette particularité, on va dire, de leur enfant. Alors l'autre questionnement aussi, ou l'autre tristesse, ou l'autre problème que se posent les parents, souvent c'est de se dire, ben, on n'aura jamais de petits-enfants. Si mon enfant est homosexuel ou transgenre, ou en tout cas ce sera compliqué. Alors d'abord, ça a sans doute beaucoup évolué et qu'il y a maintenant de nombreux couples homoparentaux, aussi bien de femmes, d'hommes et même de personnes transgenres. Et puis qu'avoir ou pas des enfants, qu'on soit homo, hétéro, transgenre ou cisgenre, c'est d'abord un choix personnel et un projet de couple. Et donc, voilà, c'est à considérer comme tel avant toute autre chose. Diapo suivante. Alors, est-ce que mon enfant se réduit à n'être qu'une personne LGBTQI+? Eh bien, certainement pas. Je veux dire, votre enfant, il est plein d'autres choses. Ça n'est qu'une des nombreuses composantes, comme l'hétérosexualité peut n'être qu'une des nombreuses composantes des parents, puisqu'en général, la plupart des parents sont hétérosexuels et cisgenres. Non, votre enfant, il est, je ne sais pas, passionné par le foot, fan de danse, il a un métier ou il aura un métier, il a des qualités, il a des défauts. Enfin, je veux dire, c'est une personne humaine à part entière. Et finalement, le fait qu'il soit homo, bi ou transgenre, ça n'est qu'une composante au milieu de beaucoup, beaucoup d'autres. Et je pense que dans l'acceptation, quand on a accepté, on se rend compte qu'effectivement, c'est pas si important. Ça n'est qu'une chose parmi beaucoup d'autres. Et je pense que les mamans qui vont témoigner nous donneront leur impression là-dessus et ce qu'elles en pensent. Voilà, c'est à peu près très rapidement le tour des questions. Il peut y en avoir bien sûr plein d'autres. On a volontairement fait simple et court, peut-être pour laisser plus de place à l'échange et à la discussion après. Est-ce que Cyril est capable de reprendre la main ou pas? Ah non, pardon. Avant que Cyril reprenne la main, avec toutes mes excuses, Christine, je pense que Christine, qui est parent d'une ado trans, va pouvoir nous faire part de son expérience. Tu n'as pas de son, Christine. Effectivement, excusez-moi. Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci d'abord aux organisateurs de ces tables rondes fort intéressantes et enrichissantes de m'avoir permis aujourd'hui de venir témoigner en tant que parent. C'est pour moi une réelle opportunité pour permettre à toutes les personnes qui nous écoutent
d'avancer dans leur réflexion, dans leur cheminement, de faire un pas de côté, prendre de la hauteur, se poser de nouvelles questions. Et j'espère avoir des réponses à des questions. Donc, c'est dans ce sens que je souhaitais aujourd'hui témoigner et vous donner voilà, quelques bribes de notre histoire familiale en étant, je l'espère, la plus synthétique possible. Donc, je suis effectivement la maman d'un jeune ado de 17 ans et demi. Et au jour d'aujourd'hui, ben, nous cheminons ensemble. Notre ado qui fait un parcours M2F a la chance d'être, je dirais, dans une cellule familiale qui a cheminé et qui a fait son coming out hein, aussi, avec du temps, de la patience, de l'écoute. Ça n'a pas été simple, mais il y a des forts signaux d'encouragement, donc ce dont je vais vous parler. Il est vrai que le cheminement pour le papa et la maman n'a pas été fait, n'a pas été dans le même sens, on ne s'est pas posé les mêmes questions, on chemine l'un et l'autre à des vitesses différentes, si on peut parler de vitesse. Mais en conclusion, notre couple est encore plus soudé qu'avant et c'est ça l'essentiel pour le cercle familial et l'épanouissement de notre fille aujourd'hui, je pense. Donc, ce que je voulais un peu dire, c'est que au tout démarrage, si on peut reprendre un peu en fil rouge la scolarité de Louise, en fait, aujourd'hui, je parle de Louise, qui est notre fille. C'est vrai que dès son plus tendre âge, elle a été très vite cataloguée dans une case d'enfants atypique, qui ne jouait pas à des jeux de garçons à l'école, qui était trop sensible, qui avait beaucoup d'élan vers ses camarades qui la rejetaient parce qu'elle avait voilà, elle avait besoin de contact, elle avait besoin d'être rassurée en permanence, très dispersée aussi au niveau intellectuel à l'école et pas sûre d'elle. Donc, on a passé des soirées à la rassurer, la réconforter pour faire le pas d'aller à l'école le lendemain. Tout cela tout en ne sachant pas ce qui se passait dans la tête de notre enfant à l'époque. Hein. Alors, on a commencé à consulter un psychologue, puis un psychiatre en fin de primaire qui nous a parlé de disharmonie évolutive. Mais qu'est-ce que c'est et comment? Bon, d'accord. On a fait un parcours en ville, donc on n'a pas été en CMP, donc on a pris les choses à bras-le-corps avec mon mari, donc ça n'a pas été simple. Hein. Pendant de nombreuses années, on avait le psychologue et le psychiatre d'un côté, et nous étions au milieu en essayant d'orchestrer tout cela. Avec voilà, les crises à la maison, nous avons, comme je dis bien souvent, vécu les 4 saisons de Vivaldi dans une journée, hein, pendant de nombreuses années au niveau des états d'âme de notre fille. Excusez-moi, je suis un peu émue. Et quand elle est rentrée au collège, on a commencé à voir qu'il y avait autre chose qu'une disharmonie évolutive. On s'est dit, il y a quelque chose, mais quoi? On ne savait pas encore. Et Louise a commencé à faire des tutos maquillage sur les réseaux. Et là, étant dans une école, un collège privé, ça a posé des problèmes. Le proviseur nous a convoqués parce que ce n'était pas très normal pour un garçon de faire des tutos maquillage en permanence. Et puis en classe, ça se passait moyennement bien. Il y avait 32 élèves par classe, donc on n'avait pas le temps de se consacrer à des élèves qui ne rentraient pas dans les cases. Donc Samuel, à l'époque, qui est maintenant Louise, ne se sentait pas à l'aise à l'école, toujours aussi dispersé dans sa tête. Il a même eu une auxiliaire de vie scolaire qui l'avait beaucoup aidé en 5e, qui l'a rassuré, c'était énorme. Mais malgré tous ces efforts, on a fini par nous dire toujours avec un suivi psychiatrique, bien sûr, en dehors de l'école hein, et psychologique, on nous a conseillé de trouver une structure à plus petit effectif pour notre fille, qui était à l'époque notre fils. Donc, pour nous faire comprendre élégamment, entre guillemets, que bon, on n'avait pas trop le temps de prendre le temps à l'école de voir ce qui se passait dans sa tête réellement. Et vous n'avez pas envie de creuser la chose, 32 élèves par classe encore, bon voilà. Donc, Louise a intégré une école hors contrat à partir de la 4e. Alors là, on a fait un 360 degrés. Hein. Elle s'est retrouvée dans une structure bienveillante à petit effectif. Hein. Il y avait 10 élèves par classe, par niveau.
où là, on l'a acceptée telle qu'elle était. Donc, c'est là qu'on a vu qu'elle commençait à prendre un peu ses marques par rapport à ce qu'elle avait envie d'être. Donc, ça a commencé par la coloration des cheveux, par le mascara, par un peu la féminisation dans les vêtements. Mais là encore, bon, je pense qu'elle tâtonnait. Et puis, courant 2018, elle nous a avoué que, en fait, elle n'était pas née dans le bon corps, qu'elle se sentait pas bien dans son corps et que qu'elle voulait, ça faisait un moment qu'elle voulait nous en parler. Donc, c'est vrai que nous, il y a eu des tas de signaux, comme j'ai pu un petit peu le décrire, mais c'est pas qu'on ne voulait pas les voir, mais tout est devenu une évidence quand on en a parlé ouvertement dans le cercle familial. Enfin, quand je dis cercle familial, c'est papa et maman. Mais voilà, je ne peux pas dire que dès l'âge de 5 ans, j'avais senti que dès l'âge… Oui, il y avait des signaux, mais de là à les avoir interprétés, non, on laissait les choses se dérouler. Et puis à un moment, bon, bah, ma fille a vraiment fait son coming out. Et puis, alors après, bon, bah, ça a été un cheminement plus ou moins long et difficile. Le papa, il a été un peu dans le mutisme un petit moment. Il se posait beaucoup de questions, comme Daniel disait dans ses slides. Qu'est-ce que j'ai pas fait ou mal fait? Pourquoi ça nous arrive à nous? Enfin, voilà, surtout que Louise a une sœur aînée pour laquelle tout s'est correctement déroulé, correctement, enfin, je veux dire, dans le standard de la société, on va dire. Donc, bon. Moi, non, ça a été un peu différent parce que l'approche a été différente parce que moi, très tôt, il y a 2 ans, voyant qu'on était toujours un peu livrés à nous-mêmes avec les questions de notre fille, j'ai adhéré à une association qui s'appelle l'UNAFAM, justement pour des parents qui ont un proche ou un enfant qui a des troubles psychiques, parce que moi, j'étais encore sur mon idée de disharmonie évolutive. Donc, j'ai pu côtoyer des parents qui, là, malheureusement, pour le coup, ont des enfants qui souffrent d'une pathologie psychique lourde et invalidante, malheureusement. Et là, après avoir intégré cette association, ma fille a fait son coming out. Et là, je me suis dit, finalement, si ce n'est que ça, voilà. Mais après, se sont posées toutes les questions dont je vais parler plus tard. Mais quelque part, moi, contrairement à mon mari, j'ai été soulagée. Parce que je me suis dit, c'est des choses à mettre en place, mais elle ne commencera pas à travailler qu'à 45 ans parce qu'elle a une pathologie qui l'empêche de s'insérer avant. Elle pourra s'assumer. Faire son coming out, je pense, en étant ado, certes, on n'a pas la maturité parce que voilà, on est jeune, mais en même temps, pour tout ce qui est transformation physiologique, ça va être plus facile pour des adultes, pour avoir discuté avec certains adultes qui font ce chemin ou qui l'ont fait. Donc, je me suis dit, allons pas à pas, entourons Louise et puis voyons comment on peut faire. Et puis, alors ma fille est déscolarisée, parce qu'inutile de vous dire qu'en seconde, elle avait un projet de professionnalisation qui a volé en éclats parce qu'elle n'était pas encore bien dans sa peau et elle a commencé à se faire des scarifications. Donc là, ça a été très, très lourd et très, très dur pour nous. Donc, il est grand temps qu'elle nous parle à cœur ouvert, même si elle avait commencé. Mais là, on a vraiment dit tout ce qu'il fallait dire et la scolarité ne pouvait plus suivre parce qu'elle était trop préoccupée par son mal-être et ça prenait toute la place, quoi. Et donc, au jour d'aujourd'hui, elle n'est plus scolarisée. Mais depuis, je dirais qu'on a pris un grand virage depuis janvier 2020. C'est-à-dire que les projets scolaires ont été mis de côté. Mais en revanche, Louise a commencé à faire du chant, donc ce qui l'a beaucoup aidée. Des cours de chant individuels et collectifs pour renouer avec les jeunes de son âge, parce qu'il y a eu de nombreuses années où elle s'est sentie tellement rejetée et en décalage par rapport aux jeunes de son âge, le fait de sa différence, qu'elle s'était refermée sur elle-même, d'où les scarifications, l'isolement, etc. Et on est tombé par le pur des hasards en 2020, début d'année, sur une nouvelle psychiatre qui est fantastique, qui a été très longtemps responsable d'une antenne psychiatrique d'ados en Île-de-France, dans un département d'Île-de-France, dans un hôpital pour adolescents.
Donc, qui a été très à l'écoute, très compréhensive, même si la majorité de sa patientèle n'est pas du tout dans le profil de Louise, mais elle est très, très en phase avec très en phase avec ce qu'elle ressent, ce dont elle a besoin comme accompagnement. Et puis, grâce à cette personne, on a pu avoir une place, enfin, Louise a pu avoir une place en hôpital de jour depuis le mois d'octobre, où là, elle travaille à la fois sur la gestion de ses émotions et un peu tous les poils à gratter qu'il faut un petit peu, sur lesquels il faut travailler d'un point de vue psychique, malgré tout, parce que je pense qu'elle a une fragilité aussi, même si on ne parle plus de maladie, mais en parallèle de sa transidentité, il y a une fragilité qu'on travaille également, enfin, sur laquelle elle travaille. Et puis, elle est en train de construire son projet de vie, qui sera demain, et là, c'est là où, avec mon mari, on se rejoint, c'est bon, on est un peu inquiet sur comment elle intégrera la société demain, quel projet. C'est vrai qu'elle a une fibre artistique, mais est-ce que ce sera sur ce domaine-là qu'elle va se diriger? Sachant que elle part avec des atouts dans sa poche, c'est-à-dire que elle a commencé un traitement avec un endocrinologue au mois de septembre, donc déjà la féminisation va bon train. Elle a des atouts naturels qui sont non négligeables, et je trouve qu'on ne cesse de lui dire, et son entourage proche, elle a beaucoup de chance, hein, elle n'a pas un physique très masculin. Je pense qu'elle avait inconsciemment bloqué la testostérone dès son plus jeune âge, je ne sais pas, mais je finis par me le demander. Et elle part avec de bons atouts naturels, elle se maquille extrêmement bien, elle est bluffante, même si elle est très exigeante avec son entourage et elle-même, au jour d'aujourd'hui encore. Voilà, elle a cette chance quand même. Et puis maintenant, elle a été reconnue, on a la chance d'être dans une commune où la cause LGBT est très défendue, donc on a beaucoup de chance. Et au niveau de la mairie, les personnes ont été très bienveillantes, et aujourd'hui, Louise a sa nouvelle carte d'identité. Le changement de sexe, ce sera la deuxième étape, mais en tout cas, sa reconnaissance en tant que personne féminine, et pour elle, c'est énorme. Elle dort presque avec sa carte d'identité sous l'oreiller tellement elle est contente. Et puis, la carte Navigo est en ordre. Si on l'arrête dans les transports franciliens, il n'y aura plus de soucis. Donc, pour elle, c'est un grand pas. Et puis, au niveau de l'hôpital de jour, ça avait été un grand pas aussi, parce qu'en octobre, tout le monde l'a appelée Louise, et elle a toujours été intégrée en tant que Louise. Il n'y avait plus d'ambiguïté. Donc, pour elle, ça a été très intéressant. Et puis, pour les parents, c'est un sacré relais, parce qu'on a porté beaucoup de choses à bout de bras. Et depuis le mois d'octobre, on se sent vraiment épaulé, écouté, secondé, accompagné. Et quand il y a des hauts, des bas, on les partage. Il y a une très bonne communication avec la psychiatre, l'hôpital de jour et moi-même et son papa. Donc, c'est un super… voilà, on fait une bonne équipe, et c'est encourageant pour l'avenir, même si on a encore des inquiétudes par rapport à l'extérieur, par rapport à ce que sera demain. Elle aussi, elle a des hauts et des bas aussi au niveau du moral. Les réseaux sociaux, c'est quand même pas que du bon. Donc, c'est une petite communauté, la communauté trans sur les réseaux sociaux. Donc, je pense que je n'ai pas la maîtrise de toutes les personnes avec lesquelles elle échange. Donc, je suis toujours j'essaye toujours d'être un peu en veille malgré tout, parce qu'elle est encore mineure. Mais nous restons confiants, et on a quand même beaucoup de signaux qui sont encourageants, et on la sent tellement mieux aussi. Merci. Voilà. Merci pour ce témoignage extrêmement émouvant et touchant. On savait que voilà, c'était un des moments forts de ce webinaire. On va sans transition redonner la parole à Contact, qui va apporter, je pense, dans la suite quelques réponses aux questions. Il y a un micro, ça veut dire qu'il y a des micros qui sont restés ouverts, excusez-moi. Voilà. On répondra à la fin à d'autres questions. Donc, je redonne la parole. Alors, est-ce que Daniel, vous continuez, ou est-ce que vous passez la parole? Non, si Cyril peut prendre la main, c'est parfait. On y va. Et Cyril, es-tu là? Alors, il est là, d'après ce que Julien m'a dit, il aura le son, mais pas forcément l'image. Est-ce que… Mais c'est pas grave, puisqu'il parle avec sur Oui, les oui. diapos. Mais est-ce que je ne l'entends pas? Donc, on va vous… Allez, Daniel, vous continuez. Continue. Merci.
Bon, ben, effectivement, un grand merci, Christine, de ce superbe témoignage qui est, voilà, tout à fait à l'image de, enfin, pas toujours tout à fait à l'image, parce qu'effectivement, c'est un témoignage très positif de parents qui ont une vraie volonté d'accompagner leur enfant, ce qui malheureusement n'est pas toujours le cas et pas toujours aussi simple, puisque des associations comme le Refuge, qui est une association qui accueille les jeunes qui se font mettre dehors par leur famille quand elles apprennent qu'elles sont homosexuelles ou transgenres, prouve bien que la situation est loin d'être aussi belle partout. Donc, le chemin vers l'acceptation, voilà, ça, je m'entends. Bon, c'est bon. Nicolas, est-ce que tu peux afficher toute la diapo et pas par petits bouts, s'il te plaît? Voilà. Donc, le chemin vers l'acceptation, c'est un long chemin pour certains, c'est un chemin plus rapide pour d'autres. Là aussi, il n'y a pas de règle. On est bien d'accord que ce que je donne, ce sont des pistes. Quelqu'un a écrit dans le chat qui ne s'était pas du tout posé les questions dont j'ai parlé premièrement. C'est tout à fait possible et s'en est peut-être posé d'autres dont il serait intéressant qu'ils puissent témoigner. Là, c'est pareil. Commencer par comprendre ce que vit mon enfant, ses difficultés, oublier le chemin qu'on aurait aimé qu'il emprunte, accepter de faire partie de sa vie, d'avoir peut-être un rôle à jouer, en tout cas en tant que parent. Et puis aussi, après, se préparer à faire son propre coming out, parce que vous allez rencontrer des gens qui vont vous demander, ben voilà, ton fils, ta fille, il a eu un copain, il a une copine, tiens, tu avais un fils, tu te retrouves avec une fille, bon, enfin, voilà. Donc, d'abord commencer par essayer de comprendre ce que vit mon enfant, quelles sont ses difficultés, ses espoirs, ses attentes. On est quand même dans une société, même si en France, par rapport à d'autres pays, on est relativement privilégié. On est quand même encore dans une société où le contexte normatif est présupposé hétérosexuel et cisgenre. C'est la norme. Et effectivement, dès qu'on sort de la norme, pour certains, c'est dérangeant. Donc, c'est jamais, jamais facile d'être différent. C'est jamais facile par rapport à l'homosexualité ou à la transidentité, mais ça n'est jamais facile non plus par rapport au handicap, par rapport au fait d'être gros, par rapport à plein d'autres choses qui entraînent des discriminations, d'être différent. Donc, ça peut être une véritable source d'angoisse, d'ailleurs, je pense que de souffrance. Je pense que Christine a très bien illustré avec l'histoire de Louise. C'est jamais un parcours très cool et très facile pour celui qui d'abord doit poser des mots sur ce qu'il ressent et sur ce qu'il vit. Et souvent, ça peut mettre des mois, voire des années. On a souvent entendu des homosexuels ou des personnes transgenres nous dire je me sentais pas bien, mais je savais pas vraiment pourquoi, en fait. Et j'ai mis longtemps avant de pouvoir nommer précisément ce que je ressentais. Et une fois que je l'ai nommé, la suite, c'était de pouvoir le dire. Et la première entité auquel on a envie de le dire, c'est la famille. Et la famille, elle, quand on lui dit, sauf si elle s'en doutait un peu, mais c'est pas si souvent que ça, elle part de zéro. Alors que les personnes qui viennent de faire leur coming out, eux, ils ont déjà un long parcours de réflexion et de cheminement interne et personnel. Et ça explique qu'il y ait souvent une différence. Ça explique que des parents puissent être en colère, il y en a qui parlent de deuil de l'enfant qu'ils avaient imaginé. Il y en a qui réagissent très négativement. Voilà, on dit toujours aux enfants, alors et on est bien clair que quand je parle d'enfants, les enfants, ils ont des fois 40 ans, hein, c'est dans la filiation et pas dans l'âge, mais il est bien clair qu'il y a un décalage forcément. Et alors, le décalage, je crois qu'il est encore plus important dans les personnes transgenres par rapport à leur famille, parce que les personnes transgenres, elles sont peut-être plus encore que les personnes homosexuelles dans une espèce d'urgence. Il y a un besoin absolu d'être reconnues pour ce qu'elles sont une fois qu'elles ont vraiment mis un mot sur ce qu'elles sont. Et à ce moment-là, ça crée souvent c'est un tsunami pour la famille, il faut le reconnaître. Vous avez un fils, vous vous retrouvez avec une fille, vous avez une fille, vous vous retrouvez avec un fils. Et il y a des fois des grandes difficultés de compréhension.
Et en tant que parent, ben voilà, il faut oublier le chemin qu'on aurait souhaité qu'emprunte notre enfant, accepter qu'il voyage sur sa propre route. Et le plus important, c'est finalement qu'il soit heureux. Et donc, c'est tout un cheminement pour les parents qui ont le droit d'être au départ tristes, révoltés, en colère. Voilà, chacun en est là où il en est. Et il faut l'accepter comme tel si on veut pouvoir avancer. C'est pas la peine de le nier, c'est comme ça, quoi. Voilà, accepter de faire partie de la vie de son enfant, de jouer un rôle, de construire une nouvelle relation. Je pense que c'est une relation différente qu'on construit avec son enfant. Et puis surtout, là aussi, Christine l'a très bien évoqué, ne pas rester tout seul avec ses questions. Et je pense que c'est important de pouvoir voilà, aller voir une association, aller rencontrer d'autres parents qui vivent la même chose. Et malheureusement, nous, à Contact, c'est ce qu'on ressent. C'est-à-dire qu'on se dit que les parents qui viennent nous voir, à la limite, déjà, ils ont fait du chemin, quoi. Quand on est déjà capable de faire cette démarche auprès d'une association, c'est déjà bien parti. Même si des fois, on voit des parents qui viennent nous voir et qui sont encore tout à fait dans la révolte, etc. Mais le pire, c'est ceux qui restent chez eux tout seuls et qui sont incapables d'en parler. Et ceux-là, ben, malheureusement, on ne peut pas aller chercher de force chez eux. D'abord, on ne sait même pas souvent qu'ils sont là. Et voilà. Et puis après, en tant que parent, eh bien, il faut faire son propre coming out, celui du parent qui sait, qui accepte. Et donc, d'abord, rien ne vous oblige à le dire, rien ne vous oblige à prendre, annoncer à haute voix à tout le monde que vous avez un enfant homo ou bi, en tout cas, trans. Bon, si effectivement il a changé d'identité, c'est un peu plus extérieurement visible, on va dire, donc ça pose plus de problèmes. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Et ce qui est important, c'est de le faire quand on s'y sent prêt. Et à ce moment-là, ben, dire voilà, c'est comme ça. Oui, mon enfant est homosexuel. Oui, il a un copain. Et d'abord, j'aime beaucoup son copain. Enfin, ou pas d'ailleurs, mais bon. Enfin, voilà, comme vous parleriez exactement du copain ou de la copine d'un enfant, de votre enfant hétéro, si vous en avez un autre. Et de la même façon par rapport à un enfant transgenre. Ben oui, effectivement. Mais l'important maintenant, c'est que mon enfant est beaucoup mieux dans sa peau. Il se sent bien. Et pour nous, parents, il y a que ça l'important, quoi. Et en plus, les réactions des gens sont parfois surprenantes. Surprenantes dans les deux sens. Vous pouvez avoir des réactions très négatives, mais vous pouvez aussi avoir, et pas forcément ceux dont vous vous y attendez, des réactions extrêmement positives. Et un petit point, par exemple, les grands-parents, on a très souvent eu des jeunes qui nous disaient, oh là là, moi le dire à mes grands-parents, ça va être terrible parce qu'ils sont plus âgés, parce qu'ils sont très catholiques, parce que, etc. Et finalement, très souvent, alors là aussi, toutes les généralités sont fausses, hein, mais très souvent, les grands-parents l'acceptent très bien parce que c'est la relation qui prime, parce que voilà, parce que leur petit enfant, c'est leur petit enfant et qu'ils l'aiment et que ça prime sur tout le reste, quoi. Voilà, je pense Alors, que Véronique va pouvoir nous faire prendre, je bosse tout, Véronique va pouvoir nous faire part de sa propre expérience de parent aussi. voilà, un nouveau témoignage dans les 15 minutes qui nous restent. Alors, un petit peu plus concis, puisque je crois que Contact a encore une partie à développer, mais Très courte. ouais, très courte. Donc, on va vous donner la parole. Véronique, merci de prendre la parole dans ce webinaire. Je vous laisse C'est moi qui vous intervenir. remercie de nous donner la parole en tant que parents, parce que nous aussi, nous sommes victimes de l'homophobie à travers nos enfants et à travers les propos qui sont tenus par des gens bienveillants qui ne savent pas, après tout, que nous avons des enfants homosexuels et qui ne savent pas à qui ils s'adressent. Alors, bon, juste sur le titre, mon enfant est homo, bi, trans, des réponses pour l'accompagner. Vous voyez, moi, ce que ça m'évoque, c'est à la base, la sexualité de nos enfants ne devrait pas nous regarder, ne devrait pas être un sujet, pas plus que la nôtre ne les regarde. Et ensuite, on ne devrait pas avoir, ça ne devrait pas être un motif de les accompagner, puisqu'il ne devrait pas y avoir de problème en réalité. Néanmoins, il y a un problème et il faut bien qu'on y fasse face. Alors, comment ça s'est passé pour moi? En fait, ça a été très progressif. Je n'y étais pas préparée à la base, hein, pas du tout, mais ça a été très progressif. En fait, à 5 ans, elle est rentrée de l'école en me disant qu'elle était amoureuse d'une petite copine de classe qui était très jolie, qui était très belle, très intelligente. Alors, moi, je ne suis pas fière de ma réponse, mais je lui ai dit, peut-être que tu confonds l'amour avec de l'admiration. Mais quelque part, il y a un signal qui s'est allumé dans ma tête quand même. À 8 ans, impossible de lui faire mettre des jupes, des robes, ça, c'était plus possible.
Alors moi, je me suis dit, mais si elle veut pas de jupe, je m'en fous, elle porte des pantalons, je ne vais pas la déguiser. Par contre, on a eu des problèmes, elle faisait partie d'une chorale. On lui a dit, si tu portes pas de jupe, tu viens pas chanter. Donc, elle a dit, bah, écoute-moi cette chorale. Bah, je lui ai dit, tiens, pas plus que ça, tu n'y vas pas. Et puis, c'est tout. Elle était tout le temps dans la cour d'école, comme pour Christine, sauf que c'était l'inverse. Elle était tout le temps avec des garçons, toujours en pantalon. Enfin, ça a continué à cheminer dans ma tête. À 12 ans, elle est rentrée d'un cours d'histoire en 6e sur l'Antiquité avec la civilisation grecque pour laquelle l'homosexualité semblait la norme. Elle m'a posé plein de questions. Et là, je me suis dit, ma vieille, tu as intérêt à t'y préparer. Et je m'y suis préparée sans commentaire. À 15 ans, pendant 1 an, elle était triste tout le temps, elle pleurait, tout le temps, elle pleurait. Elle était suivie par une psychologue, ça n'a rien résolu. Un jour, je l'ai trouvée dans sa chambre en pleurs. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures tout le temps? Elle m'a dit en pleurs parce que je crois que je suis différente des autres et je crois que je ne suis pas comme les autres et que je crois que je suis amoureuse d'une fille. Et je lui ai dit, c'est ça qui t'a fait pleurer? C'est ça qui te fait pleurer? Et là, j'ai éclaté de rire. Alors, elle m'a regardée comme ça, je lui ai dit, mais Roxane, je l'ai toujours su, tu sais. Alors là, elle m'a dit, mais tu te rends compte que c'est terrible, tu ne seras jamais grand-mère? Oh, je lui ai dit, écoute, grandis un peu et je pense que ça ne sera pas un problème. On trouvera des solutions. À 16 ans, j'ai failli la perdre. L'homophobie l'a conduit à une tentative de suicide, à des scarifications, à l'anorexie. Elle s'est retrouvée pendant 4 mois dans un service spécialisé pour adolescents. Et là, il a fallu que je bataille parce que j'étais la mère qui avait tout construit pour qu'on en arrive là. Son père, avec qui j'étais séparée, trouvait que j'aurais dû lui faire porter des robes, que si elle était comme ça, c'était de ma faute, parce que je l'avais laissée progresser dans ce chemin-là. Et que si elle était anorexique, j'avais qu'à lui faire manger des frites. Heureusement que j'ai été soutenue par mon deuxième mari, parce que sinon, je ne sais pas comment ça aurait terminé. Elle a failli hypothéquer ses études quand pendant 4 mois en seconde, on rentre dans un hôpital pour adolescents et qu'on n'en sort pas, forcément, ça hypothèque bien l'avenir. Aujourd'hui, elle a un master en art du spectacle vivant, à 30 ans maintenant. Ça fait 7 ans qu'elle vit avec sa compagne. C'est mes 2 filles, je les appelle mes 2 filles. Bon. Elle est metteur en scène. Elle met en scène beaucoup de pièces de théâtre, évidemment, sur le genre, évidemment, et pour les enfants. Alors, elle adore déguiser, enfin, donner des rôles masculins aux filles et donner des rôles féminins aux garçons, ça lui plaît. Par contre, ma petite belle-fille, elle, qui est dans un autre milieu professionnel, il n'est pas question qu'elle vienne avec sa compagne quand il y a des repas de fin d'année. Ce qui est accepté pour ma fille et qui amène très facilement sa compagne dans le milieu du spectacle, après tout, c'est beaucoup plus accepté. Ça n'est pas du tout pour ma belle-fille. Ce que je voudrais dire, moi, en tant que mère, c'est que j'ai des revendications, moi aussi, pour eux, mais pour moi. Moi, je voudrais pouvoir marier ma fille, y inviter mes amis et en être fière, parce que je suis fière de ma fille, parce que je suis fière de ce qu'elle est. Je me fiche, moi, qu'elle soit homosexuelle, hétérosexuelle. Je suis fière du parcours qu'elle a traversé, de ce qu'elle est. Et les êtres devraient être qualifiés autrement qu'à travers leur sexualité. Donc, je voudrais pouvoir la marier, en être fière comme les autres et inviter tous mes amis et ses amis. Je voudrais avoir le droit d'être grand-mère comme les autres et que ça ne soit pas compliqué. Je ne voudrais pas avoir peur quand mes filles se promènent dans la rue, la main dans la main comme les autres. Je voudrais avoir le droit de parler de ma fille et de ma belle-fille librement au boulot, comme les autres. Faire mon coming out, comme vous dites. Alors, je le fais auprès des plus proches. Quelquefois, j'ai, c'est vrai, des revendications un peu portées et je le fais un petit peu dans la revendication active et j'attends d'avoir des propos de façon à ce que moi aussi je puisse boxer. Après tout, on a tellement été boxés. Mais voilà, ce que je veux dire, je voudrais aussi témoigner aux parents et de leur dire qu'il ne faut pas s'empêcher de les aimer parce que c'est un malheur de plus pour eux si nous, on s'empêche de les aimer. Voilà, j'espère que j'ai été assez courte. Véronique, vous avez été fabuleuse, très, très touchante et très émouvante
comme l'a été Christine, avec vos mots et avec l'expression de ce que vous venez d'indiquer. Merci beaucoup. Je vais redonner la parole alors à Daniel ou je ne sais pas. Il faut que vous réouvriez vos micros l'un ou l'autre pour prendre la suite. Allez, je remets le son. De toute façon, après ce que vient de dire, et quelle merveille si on n'avait que des parents comme ça. Après ce que vient de dire Véronique, je n'ai pas énormément de choses à rajouter parce qu'elle a effectivement évoqué tous les problèmes qu'on va évoquer. La même chose effectivement pour Christine. À l'école d'abord, il faut savoir que nos enfants sont souvent discriminés. D'abord parce que souvent, vous l'avez exprimé toutes les deux très bien, ils ne sont pas très bien dans leur peau parce que ils ne se sentent pas tout à fait comme les autres, ils se sentent différents et du coup, ils peuvent être l'objet de moqueries, de discrimination. Tu peux mettre la diapo suivante, s'il te plaît, Nicolas? Ils peuvent être l'objet de moqueries, de discrimination, de LGBT-phobie, de harcèlement même. Et donc, eh bien, ça les fragilise. Souvent, ils sont mal dans leur peau, ils font de l'absentéisme scolaire, voire ils sont complètement déscolarisés, ce qu'a exprimé Christine, hein. Voire avoir des conduites à risque qui peuvent aller jusqu'à la tentative de suicide. Donc, l'important, effectivement, c'est d'être en tant que parent attentif et de maintenir le dialogue pour voilà, pas passer à côté de ça et de faire ce qu'on peut, parce que ce n'est pas toujours facile, mais bon, c'est quand même très important. Ensuite, bien, il y a le travail. C'est tout à fait ce qu'exprime. Alors, en tant que parent et ou en tant que personne homosexuelle ou transgenre, c'est pas évident devant la machine à café d'échanger sur ce qu'on a vécu ce week-end quand on ne peut pas vraiment parler de son conjoint, alors qu'on a envie de, ben voilà, d'être, on est comme tout le monde, donc on a envie de pouvoir échanger sur ce qu'on est, sur ce qu'on a vécu. Et effectivement, beaucoup disent qu'ils passent souvent pour des célibataires sans enfants, parce qu'ils ne parlent pas de leur conjoint et pas de leurs enfants, parce qu'il y en a un certain nombre qui n'en ont pas. Et ils passent souvent pour des célibataires sans enfants, et c'est très rare qu'ils puissent effectivement dire clairement, voilà, qui ils sont, ce qu'ils vivent. Et c'est la même chose pour les parents. Je pense que Véronique l'a très bien exprimé. Effectivement, en tant que parents, on a envie de parler de nos enfants, de leurs conjoints. J'aime bien quand Véronique dit mes deux filles, c'est tout à fait ça. Je pense qu'après, j'ai toujours en riant, on se fait avoir à la relation. C'est-à-dire que c'est la relation qui prime. Et à la limite, je suis sûre que Véronique, elle ne sait même plus si c'est un garçon ou une fille qu'elle a comme belle-fille ou comme. Voilà, c'est pas important que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un, c'est une personne avec qui elle relationne, qu'elle aime pour telle ou telle raison, donc c'est plus important que tout le reste. Et puis la famille, eh bien la famille, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je vous ai parlé des grands-parents. Et dans la famille, ben, la famille, elle est là où elle en est aussi. Il y en a qui ont des préjugés, des stéréotypes, des propos maladroits, des fois pas forcément méchants, mais des fois maladroits. Mais là aussi, il y aura des moments d'ouverture, des compréhensions et voilà, il faut laisser à chacun le temps de cheminer et quelles que soient les réactions, continuer à vivre sa vie en tant que parent ou en tant qu'enfant. Voilà. Je pense que, je ne sais pas s'il reste un tout petit peu de temps pour qu'on puisse échanger. Il y a eu pas mal de choses dans les chats. On a eu beaucoup de réactions par rapport à ce qui a été dit. Merci beaucoup, Daniel. On a eu beaucoup de réactions sur les témoignages. Je pense que ça fait écho à tout ce que l'association porte dans l'accompagnement des parents. Donc, je crois que c'était des bons moments et des moments de vérité qui ont été donnés avec des solutions. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant, tant par l'association que par Christine ou Véronique. Et on voit qu'il y a un mot qui a primé derrière tout ce qu'on vient de se dire, c'est l'amour. L'amour des parents pour les enfants, et c'est la réponse qui a été donnée. Alors, on va pas aller plus loin parce qu'on réouvrirait des débats et il faut respecter notre timing. Moi, j'ai envie de vous dire qu'actuellement, il y a un spot qui passe à la télé depuis ce matin par les pouvoirs publics. Je trouve que le texte qui est porté est fort aussi face à l'intolérance. À nous de faire la différence. Je crois que c'est ce qui a été aussi exprimé dans ce dernier webinaire de la série de 3 que Orange
Et en partenariat cet après-midi avec les ministères économiques et financiers, nous avons voulu porter auprès des agents du ministère et des salariés d'Orange. Donc, fiers d'appartenir à des structures, entreprises, administrations qui portent ces sujets. Vous retrouverez ce webinaire en replay, bien entendu, puisqu'il a été enregistré. Donc, n'hésitez pas à le faire partager à vos connaissances, vos collègues, les coordonnées de l'association qu'on a vues, bien sûr, qui vous seront communiquées dans une fiche mémo. Donc, on verra avec le ministère comment on peut vous communiquer les éléments, puisque ça, c'est un dispositif Orange, hein, mais j'espère que vous pourrez récupérer la plupart des choses, en particulier le replay, bien évidemment, le film qui a été diffusé, des indications aussi sur des ouvrages, des podcasts, des liens qui ont été communiqués dans le chat. Claire Lamberti est intervenue à plusieurs moments pour donner des informations. Je remercie Claire et heureux de voir, bien entendu, qu'elle est présente dans ce moment. Je remercie encore une fois énormément les participants, que ce soit nos deux témoins, Christine et Véronique, les associations Mobilise-nous et Coming-G, l'association Contact, bien évidemment, Fabrice Thévaux pour le ministère. Et encore une fois, merci à toutes et à tous d'avoir participé. Faites-vous l'écho auprès de vos collègues, auprès de votre entourage, pas forcément que professionnels, de ces façons d'aborder les sujets, de comprendre ce qu'est l'autre et de respecter les différences et les singularités de toutes et de tous. Merci beaucoup, bonne soirée et à bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci. Merci à tous et à toutes. Merci. Merci. Merci à tous et à toutes. À bientôt. À bientôt. Merci.